Alors, nous avons lancé, comme je vous le disais, notre Ipon Accélérateur Tour. Qu'est-ce que c'est notre Accélérateur Tour? Tout simplement, c'est notre Tour de France virtuel. Ipon Technologies, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un cabinet de conseil dédié aux produits innovants de 400 personnes et on accompagne les entreprises de la start-up au grand groupe, du discovery au delivery. Et on a la chance d'avoir des clients qui nous accompagnent dans ce Tour de France virtuel pour partager leurs expériences, leurs témoignages et répondre à toutes vos questions sur la mise en place d'un dispositif de transformation digitale. La semaine dernière, c'était la Startup 12 qui était à notre côté et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Shadim Ragni, qui est DSI d'O2, du leader des services à la personne. Bonjour Shadi. Oui, bonjour Maëlys, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et à nos côtés, eh bien, j'ai mes deux collègues nantais, puisque c'est un projet qui a été porté par notre agence de Nantes, Willy et Antoine, que je laisse se présenter. Bonjour Malice, bonjour à tous. Donc effectivement, Willy Roux, je suis chef de projet chez Ipon Technologies et je suis aussi responsable de l'offre mobile au sein d'Ipon Technologies. Merci Maëlys, bonjour à tous. Donc moi je suis Antoine Pousse et je suis le directeur de l'agence de Nantes d'Ipon Technologies. Et donc on va vous proposer ce retour d'expérience O2 sous le format d'une table ronde où Shadi et Willy partageront leur expérience respective sur le projet. Donc commençons simplement. Shadi, je vous propose de poser le contexte en nous présentant les activités d'O2 et du groupe WeCare. Alors O2 c'est connu peut-être par le O2 Care Service. Nous sommes le leader français des services à la personne. On a 20 ans d'expérience dans le service à la personne. On compte à peu près 60 000 clients et plus de 230 millions de volume d'affaires. Je dis volume d'affaires parce qu'il y a des franchises également chez O2. Ce qui nous distingue principalement, nous sommes prestataires de services. Nous accompagnons nos clients par nos propres salariés. On n'est pas mandataire, on n'est pas dans la mise en relation. C'est d'autres modèles qui existent dans le service à la personne. Et donc, tous nos intervenants sont nos propres salariés. Ce sont les salariés d'O2. Et c'est ce qui explique les 14 000 salariés que vous voyez sur l'écran. On ne vend pas juste des heures, on vend, en tout cas, notre idée, notre valeur, c'est vraiment de vendre du service. On accompagne les familles tout au long de leur vie finalement, parce qu'on les accompagne pour la garde d'enfants, et puis pour le ménage, repassage au quotidien, pour également le jardinage, le bricolage, l'aide aux personnes âgées, pour le handicap également, l'accompagnement handicap. Et on a un nouveau métier qui démarre cet été, le soutien scolaire. Et vous voyez que donc la panoplie de nos activités, on est vraiment à la maison de A à Z, à partir de la naissance jusqu'à l'âge avancé, où on peut accompagner effectivement les personnes âgées. Avec nos 350 agences, succursales et franchises, on couvre presque tout le territoire français. Alors, si je vous disais la Verpillière, je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi, avant d'aller chez O2, je ne la connaissais pas. Si je vous disais la Ferté-Bernard, peut-être que c'est un peu plus connu, mais on a plein des villes et des villages comme ça qui sont connus, qu'on couvre par nos agences. Et ça, c'est vraiment notre ADN. Et clairement, il n'y a presque pas de communes non couvertes par O2. C'est encore une spécificité de notre modèle. Nous sommes proches de nos clients. Il y a vraiment cette idée de proximité territoriale. Et aucune prestation n'a lieu avant de voir le client et lui rendre visite. Et je reviendrai du coup à la question de la visite un peu plus loin et on verra donc l'importance de la visite. WeCare, c'est donc le groupe dans lequel on va trouver O2. O2 est l'entité la plus importante. Ça représente à peu près 80% du groupe WeCare. WeCare est composé d'une dizaine de marques. Tous, le point commun, sont tous spécialisés dans le service à la personne. Le groupe s'est développé par des acquisitions, comme APEF par exemple, Interdomicilio, APEF c'est français, Interdomicilio c'est espagnol. Ils sont également en Amérique du Sud.
ou du développement interne, comme Silver Alliance, c'est une création propre qui date de 2 années. Voilà. Merci Chadi. Du coup, on va enchaîner, on va rentrer un peu plus encore dans le détail du contexte du projet. Et on va parler du projet Nomade qui vise en fait à la digitalisation de la visite commerciale. Vous en avez parlé un petit peu précédemment. Et donc, c'est un sujet majeur pour O2 sur 2 points. Parce que déjà, on va couvrir un domaine métier qui est au centre de la valeur et du savoir-faire d'O2. Et le deuxième point, c'était aussi travailler et transformer, confirmer en fait la refonte de votre système d'information en passant d'une approche monolithe à une approche plutôt plateforme, microservice. Pareil, je vous laisse préciser ces différents enjeux. Alors, le besoin, j'ai parlé tout à l'heure de cette volonté de proximité territoriale, c'est d'être un peu partout, tout près de nos clients. La visite, vraiment, elle fait partie du modèle. Elle est ancrée dans notre modèle. Il y a eu une tentative à un moment donné. Moi-même, quand je suis arrivé, je me suis dit, on peut la dématérialiser. C'est pas la peine de visiter le client. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment un tort et qu'il fallait vraiment la maintenir. Parce que par cette visite, on va mieux connaître le client et lui proposer le meilleur service qui soit. On est dans son domicile, donc on lui rend service dans son domicile. Donc, la visite, elle est indispensable. Et ce principe de visite a été validé par un échantillon des clients qu'on a interrogé dans le cadre d'un autre projet et qui clairement tous disent que ça rassure et ça fait vraiment professionnel. En tout cas, pour nous, on y tient et ça, elle fait partie du modèle. Alors, la visite aujourd'hui, comment elle se passe? La visite, donc on a un client qui nous contacte, quel que soit le média par lequel il arrive chez nous, on prend un rendez-vous et on se rend chez lui. Donc il y a un chargé de clientèle qui se rend chez lui, qui va faire la visite des lieux et comprendre le besoin. Donc principalement, il y a trois éléments: comprendre le besoin, finaliser le devis et le contrat lors de la visite. Et donc, pour finaliser le besoin et comprendre le besoin et finaliser le contrat, on a des dépliants papier. Donc, on arrive, en général, on prend une grande table et on étale le boucle et puis plein de… donc, les dépliants, en fait, c'est des A4, mais dépliés en 3 à 4. Et donc, on rédige à la main tous les besoins. Voilà, la chambre à faire, celle-là, il ne faut pas la faire. Une fois par semaine, il faut faire tel ou tel travaux, etc. Où est-ce qu'on trouve le fer à repasser, où est-ce qu'on trouve le balai, les produits d'entretien, enfin, toutes ces choses-là qui vont être transcrites dans un document imprimé. Et à côté de ça, une fois on a relevé tous les éléments, les consignes en tout cas importants, on va passer au devis. Et le devis aujourd'hui, on va calculer le montant. Il y a des fois des calculs un peu compliqués parce qu'il y a des aides, par exemple, de tout ce qui est CAF, etc. Donc, il faut arriver au vrai montant. Donc, on prend une calculatrice pour faire le calcul. Et puis, il y a le contrat qui est assigné par le client. Donc, une fois on a ces 3 éléments, on quitte le client et le CC, il va rentrer dans son bureau. Il a minimum, quand il maîtrise notre ERP maison, il a minimum 30 minutes de saisie de ces informations. Elles sont très importantes parce que toutes les consignes vont être transmises dans ce qu'on appelle une feuille de route à l'intervenant. Il va traduire ça en action, en tâche. Et donc tout ça, on le fait, vous voyez bien, donc il y a une perte de temps. Et donc clairement, ce qu'on a appelé la digitalisation de la visite, c'est un vrai gain de productivité qui est vraiment attendu. Tout ce temps administratif qui ne sert à rien finalement par rapport au métier du CC, il va être finalement alloué avec cette nouvelle application, il va être alloué à de la vente ou alors à s'occuper de ses clients pour du service après-vente, pour les soigner, pour voir s'ils ont besoin d'autre chose. Cette visite, et en tout cas cette démat ou cette application, c'est également une image
c'est l'image de marque, l'image d'O2. Jusqu'à hier, j'ai eu un retour d'un stagiaire qui est passé faire une visite et il m'a dit, quand on a été chez le client, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que toute cette paperasse? Moi-même, j'ai reçu ici, ma femme, elle a reçu un commercial un jour et quand je suis rentré le soir, elle m'a dit, mais où elle est la DSI d'O2 avec toute cette paperasse? Donc clairement, on voit que en termes d'image, en termes de productivité, il y a des choses à faire. C'est également pour améliorer les ventes parce que quand j'ai l'application, j'ai en fait amélioré les ventes parce que je peux faire du cross-selling, mais également améliorer le juste prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le CC, il faut qu'il ait dans sa tête un petit peu cette tâche, c'est 2 heures, 1 heure. Là, on a un vrai référentiel de tâches, de durée. C'est une sorte de gamme de fabrication qui est dans l'application. Le cross-sell, également la data qui va être générée, elle peut être utilisée. Alors ça, donc, c'est le premier besoin. C'est qu'on avait un besoin avec un certain nombre d'enjeux. Là, je pense que les enjeux, je pense qu'il y a encore un peu s'étalé encore dans les enjeux de cette nouvelle application. Mais à côté de ça, en même temps, on a un outil maison, l'ERP qui date de 2005, qui est un monolithe, et on avait décidé depuis 2 ans de le transformer et d'aller vers du microservice, des API, du microservice. C'est un petit peu le titre on a parlé de plateformisation, c'est un petit peu ça vers quoi on souhaite aller. Et l'objectif était de réaliser cette transformation de l'outil maison tout en apportant à chaque fois une valeur. Et donc, on profite à chaque fois d'un projet métier pour transformer un peu le monolithe. Et là, c'était l'occasion. On a du coup une appli visite et à côté de ça, on refait la visite et on revisite la visite dans l'outil maison, tout en transformant, en passant vers le microservice. Et on a un vrai défi par rapport à ça, parce que dans le fond, on pourrait faire toutes ces choses-là, on pourrait dire c'est un peu simple, mais le vrai défi, c'était de faire cohabiter l'ancien système et le nouveau, puisqu'on n'a pas décidé de faire un Big Bang. Par exemple, si je prends ce périmètre de visite, il fallait qu'à la fois, à un moment donné, je déploie la visite pour une population et pas pour une autre, mais qu'en même temps, je peux à chaque moment avoir les deux manières de faire, l'ancien et le nouveau, pour que je puisse à un moment ou à un autre basculer définitivement. Mais en tout cas, la transition était vraiment, ça faisait partie des éléments importants et un vrai défi pour nous. Je pense que j'ai… Merci, Chani. Pour poursuivre, on a souhaité mettre en avant le terme expertise parce que c'est un mot que vous avez rappelé à plusieurs reprises lorsqu'on a fait la rétrospective du projet. Et c'est pourquoi vous êtes venu nous chercher, parce que avant d'attaquer le périmètre de la visite, de la dématérialisation de la visite, il a fallu auditer le monolithe et du SI existant. Et donc, vous êtes venu nous chercher par cette expertise et vous n'avez pas été déçu tout au long du projet parce que ce terme d'expertise, il n'a pas été mis à mal par la réalisation du projet visite. Donc, c'est quelque chose d'assez fort qui a servi à la fois pour l'audit, mais aussi pour le delivery du projet visite. Donc, pareil, je vous laisse partager votre point de vue sur cet élément. Alors, en fait, moi, quand on a fait la rétrospective, clairement, le point qui revient, c'est l'expertise, les techniciens de haute qualité qu'on a chez Ypon. Et franchement, si j'étais pas convaincu, je n'aurais pas participé non plus à ce webinaire. Parce que dans le fond, faire une application Android, dans le fond, je dirais que c'est presque à la portée de tous. Mais l'application, elle n'est pas seule, elle n'est pas dans un coin toute seule. Elle fait partie d'un vrai écosystème. Et dans notre cas, comme je le disais tout à l'heure, nous avions un vrai défi tech, c'est le monolithe à transformer. C'est rentrer un peu dedans et le transformer. Donc, une appli qui parle avec à la fois l'ancien système et le nouveau,
Et ça, c'était un vrai défi. Et j'avais besoin vraiment d'une grande technicité à ce niveau. Alors, je connaissais Ypon depuis quelques années. Je sais qu'ils ont en tout cas en termes d'expertise, ils ont ce qu'il fallait. Et clairement, l'accompagnement, la transformation de notre monolithe, tout en faisant l'application, tout en créant tout un écosystème autour de la visite, clairement, je vois bien que j'avais raison d'avoir fait appel à Ypon. Et donc, le retour d'expérience aujourd'hui, parce on a commencé hier le déploiement et le retour est hyper positif. Et clairement, je vois bien que le retour d'expérience m'a vraiment donné raison. Ok, très bien. Willy, je te laisse compléter, toi, avec ta vision plus opérationnelle des choses. Oui, effectivement, je vais essayer de repasser sur les 3 points qu'on a notés. Historiquement, tout a commencé par un audit technique, il y a de ça maintenant 1 an. L'idée, c'était vraiment de challenger cette nouvelle architecture qui avait été mise en place par O2 et d'apporter une vision critique mais constructive, hein, c'est l'intérêt. Et du coup, c'est vraiment ce qui nous motive, pouvoir profiter justement de notre expertise pour conseiller O2 et répondre à un besoin particulier. Pendant l'audit, on a identifié différentes préconisations sur la partie robustesse, sécurité, en accord avec les contraintes d'O2. Et typiquement, on en parle beaucoup effectivement de cette bascule en douceur entre l'ancien monde et le nouveau. On est vite parti sur une solution de message broker type Kafka pour avoir une architecture événementielle. Et l'intérêt de tout ça, c'est d'une part faciliter cette bascule, faire communiquer l'ancien monde avec le nouveau, mais aussi éviter le fameux plat de spaghetti. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand on a une architecture microservice avec beaucoup de briques unitaires correctement définies, mais qui échangent les unes avec les autres en direct. Ça crée vraiment un nœud au niveau des flux, des échanges, et rien de tel pour que vos ops s'arrachent les cheveux. Donc voilà, on est vraiment parti sur Kafka qu'on conseille assez souvent pour cette notion de plat de spaghetti, mais aussi pour faciliter la transition entre le legacy et cette nouvelle architecture microservice. Concernant les briques autonomes, comme tu le disais, Antoine, l'expertise ne s'est pas arrêtée au niveau de l'audit, elle a continué tout au long du projet. Et ça nous a permis en fait d'industrialiser O2 au fur et à mesure des besoins. Quand c'était nécessaire, on a créé de nouvelles briques techniques autonomes intégrées dans cette architecture microservice et donc sécurisées. Alors, on va le voir après, on a un schéma par la suite, j'y reviendrai. Mais concrètement, on a mis en place un printer pour gérer toute l'impression PDF, générer un PDF de n'importe quelle URL. Donc ça, c'est un besoin récurrent pour l'ensemble de nos clients. Maintenant, on crée vraiment des briques autonomes au sein de leur architecture qui peuvent être utilisées par le nouveau monde, mais aussi par le legacy, parce que ça reste une brique qu'on peut appeler via du Kafka. Et on a aussi créé une brique Paraf, on rentrera aussi dans le détail derrière, qui permet aujourd'hui d'imprimer, de faire une signature électronique effectivement chez le client, mais qui permettra aussi demain de faire une signature d'un contrat de travail, de l'utiliser pour n'importe quel document contractuel au sein d'O2. Donc voilà, on transforme vraiment O2 et on les a transformés, les accompagnés tout au long du projet. Enfin, sur Android, très rapidement, parce qu'on a un blog qui va sortir très prochainement, un article de blog qui détaille vraiment l'architecture Android. Donc, on reviendra vers vous là-dessus. O2 est maître vraiment de sa flotte de devices. Ils utilisent un MDM pour contrôler et déployer les applications sur téléphone qui sont utilisées sur le terrain. Et O2 n'utilise qu'Android. Donc, on avait un intérêt assez limité pour des solutions type cross-platform ou hybride qu'on propose à nos clients pendant les phases d'études. Et puis, pour des raisons de performance, de pérennité, on a fait le choix d'une app native et on est donc parti sur Kotlin avec Jetpack. Donc voilà, tout ça sera plus détaillé dans l'article. Je vous conseille déjà de le lire dès qu'il sera disponible. Par contre, je vais juste faire un petit focus sur 2 points qui étaient importants, pareil, qui venaient d'une contrainte d'O2. Le premier point, c'était un fonctionnement en mode déconnecté. Concrètement, un chargé clientèle, quand il est chez le client, dans les différentes villes ou villages qu'a cité Shadi, il n'a pas forcément accès à Internet. Or, il a besoin d'avoir une application visite qui fonctionne. Donc pour ça, on a mis en place une solution avec une synchronisation au fil de l'eau des données et un fonctionnement continu de l'application. On s'est appuyé sur ça pour ça avec Couchbase, qui est une solution de base de données distribuée et qui se charge pour nous de cette synchronisation. L'idée étant de rester focus pour apporter de la valeur métier et utiliser des briques qui fonctionnent et qui ont déjà fait leurs preuves. Un autre point très rapide qui était nécessaire, c'est comme l'a dit tout à l'heure Shadi, O2, ce n'est pas juste du ménage-repassage. Il y a de la garde d'enfants, de l'aide aux seniors, du jardinage, de l'accompagnement handicap. Et donc, on est vite parti sur une solution de multimodule sur Android. L'idée étant derrière de factoriser le code au sein de modules métiers, de modules techniques, pour créer une application marque blanche
afin de faciliter demain la déclinaison des prestations O2. En plus du MR, on a rajouté jardinage, demain on pourra rajouter d'autres offres, tout en réduisant du coup forcément les coûts de développement et de maintenance de l'application. Donc, on peut peut-être justement montrer… Oui, très rapidement. Ok, parfait. Ok, je me dépêche, de toute façon ça va être très rapide. On voit qu'effectivement, il y a une brique centrale Kafka qui permet qui prend en charge l'ensemble de la communication de toutes les briques techniques et qui inclut du coup le legacy à gauche pour permettre à tout le monde de communiquer et de rester autonome. On s'appuie sur une brique de SSO pour la partie sécurité, sur la partie architecture microservices. Et on va retrouver à droite l'application Android multimodule qui partage du code métier grâce à Kotlin avec le back-end. Donc là, pareil, on a un seul et même code pour la partie back-end et la partie mobile. On a la synchronisation Couchbase. Et puis, on a différentes briques qui vivent avec une architecture autonome. Elles ne partagent pas forcément toute la même architecture. C'est la force aussi de cette solution. Et enfin, on a la brique Paraf qui a un back-end qui s'appuie sur la solution uSign pour tout ce qui est signature contractuelle de documents. Donc, voilà, grossièrement. Ok, merci Willy. On va passer du coup maintenant à la vision produit parce qu'effectivement, on vient de parler du volet technique, mais avant tout, à travers ce projet de digitalisation de la visite, c'était d'apporter de la valeur aux équipes utilisatrices et aux métiers. Donc, on est parti de la feuille blanche, hein, concrètement et réellement sur cet aspect-là. Et du coup, je vais m'adresser encore à toi, Willy, pour rentrer un peu plus dans le détail sur notre accompagnement pour affiner la vision produit et réaliser une application pertinente et qui réponde aux enjeux et aux attentes des utilisateurs et des métiers. Ok, effectivement, suite à l'audit, enfin, parmi les précos de l'audit, j'ai parlé de Kafka. J'ai aussi parlé, je vais du coup vous parler d'une réco qui était primordiale pour nous dans le cadre d'une refonte. C'est vraiment de ne pas penser iso-fonctionnel. L'idée, c'est d'apporter de la valeur. La valeur, c'est vraiment le nerf de la guerre sur l'ensemble des applications qu'on développe. Quand on fait un produit, on le fait pour le métier et non pas pour la DSI. Je me rappelle l'avoir dit en réunion de lancement à Shadi. D'ailleurs, je conseille à tout le monde, ça permet au moins de fixer la démarche dès le début et de prendre la température de votre client. L'infrastructure doit vraiment être pensée en fonction des briques métiers et non le contraire. Et on parle de vision produit, donc je vais tenter de définir ce qu'est un produit, quel distinguo on fait vis-à-vis d'un projet. Pour moi, un produit, il y a 3 axes différenciants. D'une part, c'est la durée. On n'a pas de date de fin comme on pourrait l'avoir sur un projet. C'est vraiment une réflexion long terme. On ne va pas faire tout dès le début. On va partir rapidement en production. Pour autant, on va prendre en compte les besoins pour préparer la solution à les accueillir plus tard. Premier point, la durée. Ensuite, c'est l'approche. On est vraiment sur une approche test and learn. C'est-à-dire qu'on part d'un problème donné et on cherche une solution par tâtonnement à l'aide de feedback. Et ces feedbacks, ils avaient plusieurs formes. Sur la partie discovery, on a validé nos hypothèses avec des tests utilisateurs. On a validé nos choix qu'on avait fait avec O2 sur le parcours, sur les interactions, sur le support. Est-ce qu'on est plus sur du mobile, plus sur une tablette, etc. Et pendant la partie delivery, vraiment la partie développement, l'idée, c'était d'être en capacité de stopper un mauvais choix si nécessaire grâce à une approche itérative avec justement la prise en compte de différents feedbacks. Feedback lors des démos où on pouvait arbitrer rapidement avec les métiers avant même de déployer le produit. On avait des feedbacks forcément suite à la MEP pilote qui a eu lieu en fin 2019. L'idée, c'était vraiment d'identifier un périmètre minimaliste fonctionnel afin de le confronter rapidement au métier pour avoir ce fameux feedback. On a eu aussi des feedbacks pendant les comités de pilotage, lors des démonstrations, où on a pu ajuster au final le produit en conformité avec les souhaits de la direction. Donc ça aussi, c'était assez intéressant. Et le dernier point, après la durée et l'approche, pour moi, c'est le succès. La clé de la réussite, c'est basé sur la satisfaction du terrain. C'est vraiment, on cherche à avoir une vraie adhésion des utilisateurs finaux. Cette démarche n'empêche pas le fameux triptyque qu'on connaît tous, projet, coût, périmètre, délai, parce qu'au final, le coût est maîtrisé. On ne part pas sur des hypothèses longues, potentiellement coûteuses, car jetables. Le périmètre, contrairement à une méthodologie classique, il n'est pas figé, il vit, et ça, c'est un vrai plus. Et enfin, les délais, c'est vraiment ce que je viens de dire avant, c'est l'objectif de la démarche. On part le plus rapidement possible en production. Donc, c'était un peu voilà, cette notion d'itération et de time to market réduit. Et effectivement, le time to market réduit, le MVP, il a été réalisé en 3 mois afin de le confronter rapidement au retour et au feedback terrain. Et ça va nous permettre d'enchaîner. On vous a préparé une petite vidéo de
démonstration justement de la valeur métier qui a pu être développée au travers de cette application. Hop. Ok, donc là, vous voyez effectivement en exclusivité une démo de présentation. Donc voilà, on vient de se connecter sur l'application Visite. On a toutes les visites de la journée pour le chargé clientèle. On commence par une première partie qualification du besoin avec le client. On va recueillir ses besoins. On est sur du jardinage, on a de la taille de haie, on a de la tonte, on a de l'entretien de pelouse, etc. On va faire tout ce parcours et à la fin, on finira par une souscription en ligne où on pourra visualiser le devis qui a été automatiquement calculé et non pas fait avec la calculette et un papier à côté. Et on finira le parcours avec une signature du client et aussi du chargé clientèle de façon à générer derrière des contrats électroniques. On voit qu'on a une version mobile, on a aussi une version tablette. OK. Là, on est plus sur du ménage repassage. On va sélectionner les services. Pareil, on va sélectionner les pièces. On peut interdire des pièces, voilà, sélectionner telle ou telle partie de la maison. On va pouvoir planifier l'intervention du futur intervenant, tout simplement pour réaliser la prestation. Et comme sur mobile, on va pouvoir signer. Voilà, on a deux possibilités, deux devices. On a aussi plusieurs possibilités de signature, un instant T ou plus tard pour laisser un peu de recul au client. Et voilà, et à la fin, on aboutit à la cible qui était vraiment la génération à la fois des documents contractuels, mais aussi de la fiche d'intervention, comme l'expliquait Shadi, qui servira à l'intervenant pour lui permettre de s'assurer que l'ensemble des besoins qui ont été qualifiés sont bien respectés tout au long de la prestation. Ok, très bien. Un autre point, à l'image un peu à l'instar du mot expertise, un mot assez fort et qui caractérise bien le projet, c'est le terme d'engagement. Et c'est mon avis, hein, mais je pense qu'on peut dire que l'engagement a été complet de part et d'autre. Donc aussi bien de l'équipe projet qui était mixte avec des membres O2 et des membres IPON, mais aussi un engagement assez fort des métiers, du terrain, des utilisateurs et même, comme Willy, tu le disais précédemment, de la direction au travers des comités de pilotage d'O2. Shadi, je vous laisse intervenir et préciser ce point-là sur la partie engagement, la vision que vous en avez eue de l'accompagnement d'IPON et de la mobilisation de vos équipes sur ce terme. Alors, par rapport à l'engagement, c'est un projet qui est fait avec beaucoup d'acteurs. Il y a les métiers, en particulier le réseau, il y a le market, il y a beaucoup d'acteurs qui ont participé à ce projet. Il y a la DSI et il reste après un partenaire comme IPON. Par rapport à l'engagement des métiers, il était vraiment acquis et facile et tout le monde souhaitait participer à ce projet. Tout le monde attendait ce projet. On l'avait annoncé à la convention en 2019. C'était, je dirais, l'événement où les paroles en parlant de ce projet qui ont fait du bruit dans la salle, le plus de bruit dans la salle. Et donc, clairement, n'importe qui du côté métier, on interpellait pour travailler avec nous, ils étaient tous présents. Et effectivement, il y avait 6 agences, 3 franchisés, 3 succursales qui ont participé depuis le premier jour au projet et ils étaient là tout le temps pour avancer avec nous. La DSI, on est sur des technos modernes et en vogue, on est sur du microservice, de l'Android, Couchbase, Kafka. Et donc pareil, là, c'est clairement acquis et tous voulaient avancer. Et au-delà de tout ça, il y avait du sens qui est donné à ce projet. Il y a vraiment, tout le monde il avait compris les enjeux de ce projet et pourquoi on le faisait. Et donc, on a vraiment donné du sens à ce projet. C'est important, je dirais. C'est important de donner à tout le monde, du simple développeur à toutes les couches dans le projet, il faut leur donner du sens. Et ça, c'était important. Après, il nous restait effectivement l'engagement du partenaire. Et clairement, là-dessus, nous sommes bien tombés. Et IPON était au-delà de l'appli, parce qu'initialement, c'était l'appli. Il était soucieux du succès du projet dans sa globalité. Il en parlait tout à l'heure, Willy, c'est la valeur apportée au métier. On le sentait. Donc, le sens qu'on a donné au projet par rapport à tous les métiers, IPON l'avait complètement intégré également. Et on voulait vraiment apporter de la valeur. Et ce qui fait, quand il a fallu, par exemple, rentrer avec nous dans notre monolithe pour débloquer tel point ou le transformer, ils étaient également là et puis ils ont avancé avec nos équipes. Et donc, clairement, à ce niveau, je pense que l'engagement était total et je dirais, si je résume ça, c'est parce qu'il y avait du sens donné au projet de tout bord, clairement.
Par rapport au confinement, pareil, c'est le sens donné au projet qui a motivé les troupes. Et ça, c'est extraordinaire. On avait plus de 10, sans parler des métiers, si je mets les métiers dans la boucle, on était autour de 30, 40 personnes qui travaillaient, qui avançaient sur le projet, chacun chez soi, et pour un objectif unique. Et clairement, parce qu'il y avait le sens, l'objectif de réaliser cette application et ce système dans des délais qui étaient connus. J'ajouterai un autre point par rapport à ce que disait Willy tout à l'heure sur le périmètre. Le périmètre, malgré tout, il était fixé. On ne peut pas dire que c'était open bar. Le détail dans le périmètre était effectivement, il y avait une certaine liberté, et parce qu'il fallait tenir compte des retours des métiers tout au long, mais il y avait quand même un périmètre qui était clairement respecté. On a avancé dans le cadre de ce périmètre. Voilà, donc jusqu'aujourd'hui, l'engagement, il n'est pas du tout atteint dans le déploiement, et vraiment tout le monde a envie de voir ce projet se réaliser. Et le succès, clairement, on est à la porte du succès parce que le déploiement général, il a démarré, mais on n'est pas jusqu'au bout du déploiement. Ok, je suis désolée, je réapparais parce qu'il est 32 et qu'on a un peu mangé le temps. Est-ce que c'est possible, Antoine, peut-être de nous faire vraiment un résumé en 2 minutes de la prochaine slide qui était le point d'autonomie? Ok, mais je vais justement, Willy devait intervenir sur l'engagement, mais du coup, je vais lui donner la parole parce qu'effectivement, un des points importants dans l'accompagnement Désolé. qu'on souhaitait, pas de souci, qu'on souhaitait donner au projet, bah, c'était vraiment de se positionner comme un accélérateur pour eux deux et de pas les enfermer dans un accompagnement long terme d'IPON. Et donc, il y avait un focus sur le gain d'autonomie de la part des équipes de développement d'O2. Et donc, c'est un point qui a été intégré dès la phase d'audit et dès la phase d'avant-vente sur la partie visite. Et donc, Willy, je te laisserai préciser ce point-là. Effectivement, je vais très vite, Maëlys. L'idée, c'était, je vais faire un mix des 2 slides. L'idée, c'était que concrètement, quand on travaille avec nos clients, on n'a pas un souhait derrière de maintenance. On souhaite vraiment une collaboration et donner l'autonomie aux clients. Dans l'ensemble de nos projets, on a tendance à proposer à notre client justement d'intégrer des personnes de l'équipe de développement dans nos équipes. On a vraiment un cercle projet composé d'IPON et, dans notre cas, d'O2. Et c'était une demande du client, donc ça tombe bien, quand c'est comme ça, on fonce. Donc on fonctionnait finalement en remote, donc c'est pour ça qu'on n'a pas été impacté lors du confinement, mais aussi en partage. Donc on avait vraiment un développeur d'O2 dans notre équipe. Il y avait 2 raisons à ça. C'était O2 souhaitait effectivement avoir une certaine autonomie derrière pour ne pas avoir besoin d'IPON pour la maintenance. Donc on a formé un développeur sur Kotlin, on a formé un développeur sur l'ensemble des technologies du projet de la refonte de la nouvelle architecture. Il y avait aussi un besoin derrière, c'est qu'on parle depuis le début d'un monolithe, d'un legacy, et on ne pouvait pas se permettre d'occuper notre temps sur ce legacy. Notre souhait, nous, c'est d'intervenir et d'apporter rapidement de la valeur, vraiment de faire un focus sur la valeur métier. Donc, l'intégration de cette personne dans notre équipe nous a permis de nous décharger de cette partie legacy. Il l'a prise en compte en même temps que sa formation sur les nouvelles technologies. Et ça nous a permis comme ça de maximiser vraiment notre intervention tout au long du projet. Voilà, très rapidement. Ok, très bien. Merci. On passe du coup aux questions-réponses. Maëlys, je te laisse. Je redonne la main. Merci Antoine, merci à tous. Super intéressant. Et donc là, j'ai une première question. Alors, c'est pour Willy, mais je pense que tu as plus ou moins répondu, qui était une question de Gilles, qui dit: quelle est la technologie du legacy, comment alimente-t-il Kafka et version Kafka, est-ce Confluent Enterprise? Alors, la technologie côté legacy, c'est du Java. C'est du Java qui date un peu, je crois, en 2005, comme disait Shadi, entre autres, mais c'était du Java derrière. Donc, finalement, on a eu un développeur Java qui maîtrisait le legacy et la nouvelle brique. On est aussi parti sur du Java sur la partie microservices. La deuxième question, est-ce que c'était du Confluent Enterprise? Alors non, effectivement, c'est du MSK managé. Bonne question, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on est passé rapidement. On souhaitait vraiment avoir de la haute disponibilité, de la robustesse sur cette solution, vu que c'est vraiment l'élément central qui permet la communication. Donc on est parti sur une offre managée Amazon, ça s'appelle MSK, qui est un Kafka managé sur Amazon.
Top, merci. Et alors du coup, il y a une autre question technique qui suit, donc je te la pose aussi, de Laurent, qui dit comment s'est déroulée l'extraction du code métier depuis de monolithes vers les microservices, entre parenthèses, reverse engineering, changement de langage, interopérabilité et le déploiement monolithe MS. Aucune extraction de code métier. En fait, c'est ce qu'on dit. Hein. Quand on est parti sur cette refonte, on s'est dit, on ne parle pas ISO fonctionnel. L'idée, c'est de faire des ateliers. On parle de digitalisation. On parle vraiment de transformation des habitudes côté O2. Quand vous passez du papier, papier carbone que vous signez, etc., avec des champs complètement libres et vous mettez à droite à gauche, à une application mobile qui va jusqu'à la signature électronique, il faut tout revoir. Donc, en fait, on a mis de côté le legacy. Oui, je vais donner oui. un élément de réponse. Le monolithe, dans sa transformation, on recrée tout en fait. On n'est pas dans la transformation de l'ancien code vers le nouveau. On transforme tout complètement. Et on part du besoin métier et on profite d'un besoin métier pour extraire une brique. Et on peut parler de brique parce que c'est vraiment c'est un tout, le monolithe. Et on crée de nouveau complètement. Et on n'est pas lié à l'ancien techno. Voilà, donc je ne sais pas si la réponse est claire, mais c'est ça le principe en tout cas qui a été adopté. Ok, top, merci. Alors, j'ai plein de questions d'Ismaël. Alors, je vais essayer de vous les lire au fur et à mesure. Quelle est la charge en jour homme du projet? Je vous laisse répondre peut-être parce qu'il y en a vraiment, il y en a pas mal. La suivante, c'est quel a été le mode de déploiement? Site pilote puis généralisation. Alors, je laisse Willy répondre à la charge, sachant que la charge qu'il va trouver, il faut doubler, la charge IPO, il faut la doubler pour trouver la charge totale, pour trouver la charge CO2. Et puis, je répondrai à la deuxième question. Merci Chadi. Alors là, de mémoire, je pense que je vais aussi faire appel à Antoine. Pour être franc, on était tous. C'est une charge avec, si, très rapidement, il faut compter en moyenne 3 personnes sur 9 mois d'intervention. Je parle vraiment que de la partie réalisation. Un MVP de 3 mois suivi de 6 mois derrière de réalisation, d'intégration des feedbacks et d'enrichissement de la solution. Donc on est vraiment sur 9 mois avec 3 personnes à temps plein. Et je ne compte pas dedans tous les profils d'expertise type architecte, type data engineer pour préparer justement plus tard une vision data avec de l'IA, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues sur le projet, en plus des acteurs côté O2. Mais voilà, on est à peu près sur 9 mois avec 3 Alors, côté O2, il y avait un chef de projet dédié et c'est important. Si on n'avait pas un chef de projet à 100% sur le projet, clairement, ça ne marche pas. On avait un chef de projet libre de toute autre tâche. Il est vraiment à 100% sur le projet qui a pu animer et mettre en musique tout ça. Et après, pour le legacy, il y avait des expertises internes qui intervenaient au fil de l'eau en fonction du besoin et avec un développeur qui, surtout sur la phase finale, qui était à 50% sur le projet. Donc, cumulé, parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs couches, cumulé, on doit être à peu près pareil à 3 personnes sur 9 mois. Et du coup, Chadi, avant que vous répondiez à la question, quel a été le mode de déploiement, je vous lis les deux autres qui suivent, enfin qui complètent un peu cette question. Les 14 000 employés de O2 ont-ils été déployés directement et y a-t-il une gestion du changement, des formations? Alors, sur le déploiement concerne d'abord les commerciaux. Les commerciaux, ils ne sont pas 14 000. Les 14 000, ou plutôt les 13 000 intervenants, un peu moins, ils ont eu un autre déploiement sur un autre contexte, sur une appli pareille, mais pour l'intervenant. Maintenant, sur ce sujet, on a à peu près 650 commerciaux. Le déploiement, il se fait par étapes. D'abord, il y a eu un pilote du MVP tout de suite, très tôt, qui a été lancé. Le pilote, on a fait un premier pilote avec l'équipe projet, ceux qui ont participé au projet. Un deuxième pilote sans l'équipe projet. Du coup, c'est des gens qui découvrent le projet. Et à chaque fois, quand on fait un pilote, on relève les compteurs. Quelles sont les difficultés, les problèmes, et on corrige deux choses. À la fois, on mesure le produit, est-ce qu'il convient? Et là, c'est ce qu'a dit Willy tout à l'heure. Donc,
on rajoute du coup tout ce qui a été demandé, on l'ajoute dans les évolutions. Et deuxième chose, quand on évalue également, c'est le mode de déploiement. Est-ce que la process de déploiement fonctionne très bien ou pas? Le déploiement, initialement, on avait prévu 1 jour ou 2 de formation. Finalement, avec le confinement, c'est une bonne chose finalement, on a réduit à 2 heures en visio. Et à chaque fois, il y a à chaud un questionnaire sur la formation. Et puis, 1 mois plus tard, un retour demandé pour comprendre si les choses se passent bien ou pas. Et on corrige au fil de l'eau. Donc là, par exemple, cette semaine, on a 27 agences qui vont être déployées. Et la semaine prochaine, on va faire autant. Et l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'été, on finalise le déploiement. En termes de conduite du changement, il y a eu pas mal de et la formation, elle est vraiment centrale. Et puis, il y a une équipe de support pour tenir la barque derrière. Et surtout, encore une fois, on mesure plein de choses. On mesure est-ce que le déploiement s'est bien passé, est-ce qu'il y a besoin de renforcer le support, est-ce qu'il y a des gens qui ont des difficultés. Et surtout, un autre point qui me paraît très important et auquel, avec Hippon, on a pu répondre, c'est la possibilité de fonctionner sur l'ancien et le nouveau modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai formé quelqu'un, je l'ai préparé, j'ai tout fait pour qu'il réussisse. Finalement, il n'arrive pas. Je lui dis, pas de problème, continue avec ton autre système, l'ancien système, le papier, et puis on viendra s'occuper de toi quand il faut, surtout que là, on rentre en phase de rentrée où on aura le pic des visites. Voilà. Super, merci beaucoup. Vous parlez de démarche agile. Dans ce contexte, avez-vous mis en place chez O2 et Hippon une démarche DevOps complète? Qui veut Je laisse répondre? d'abord Willy, après je reprends. Merci, Chali. Une démarche agile, effectivement, on en a parlé. On cite un moment Scrum. Pour moi, Scrum, c'est effectivement un framework dans lequel on pioche des outils. Donc, on a pris ce qu'on avait, les cérémonies Scrum dont on avait besoin. Sur la partie des démarches DevOps, c'est ça? Vraiment, la question elle est centrée sur la partie démarche DevOps. Ouais. On avait initialement pensé à un chantier GoToCloud. Finalement, on a uniquement utilisé Kafka en service manager. Le reste, finalement, c'est O2 qui était en charge. C'est O2 qui avait commencé à initialiser cette nouvelle architecture microservices. C'est O2 qui a fait les choix de déploiement DevOps type Solstack ou autres technologies et qui les maîtrisait, qu'on a accompagné. En fait, on s'est inscrit dans le chantier de refonte microservices O2 en apportant notre expertise, mais derrière, ils étaient autonomes. Ils avaient les profils compétents pour le mener à bien, donc on les a juste accompagnés là-dessus. C'est ce que je peux dire à mon niveau. Chadi, je ne sais pas si vous avez des compléments. Le complément, juste par rapport à O2, effectivement, on a lancé une démarche agile. En tout cas, moi, depuis que je suis chez O2, j'ai lancé un coaching, tout un travail de fond sur la démarche agile, sachant que la démarche projet à la DSI d'O2 est nouveau. Et même ce projet, avec Hippon, c'est un peu, on innove. On est avec une entreprise qui nous accompagne sur un périmètre. On a pas mal de gens en régie, mais ils sont pilotés par l'interne. Et le mode projet est assez récent. Et en tout cas, là, on a lancé déjà une dynamique sur la mise en place de projets agiles. Et avec Hippon, il y avait aussi ce challenge de le faire en mode agile. Et quand je dis agile, moi, je tiens surtout à dire l'agilité par rapport à l'état d'esprit agile. C'est un peu livrer un produit, d'être un peu à l'écoute du client. Parce que le fond de l'agile, c'est faire un produit qui ressemble le mieux à ce que demande le client. Et là-dessus, clairement, avec Hippon, on était dans cette logique-là. Et on était effectivement agile. Au-delà du Scrum, des daily meetings, de toutes ces choses qui sont importantes. Mais si on se tient qu'à ces choses-là, et on oublie l'essentiel, qui est finalement de livrer quelque chose qui ressemble aux vrais besoins, du coup, on vide l'agilité de son propre sens. Super, merci. Je pense, juste une toute dernière question, parce que je pense qu'elle peut intéresser du monde. Est-ce qu'il est déjà prévu de mettre un lot 2 comprenant de nouvelles évolutions, ou plus largement, est-ce que vous pouvez nous parler de la suite de ce projet, de son futur?
Alors, la suite du projet, d'abord finaliser le déploiement, et il y a du boulot, c'est pas simple de le finaliser. Ensuite, là, on a livré deux métiers, ménage-repassage et le jardinage. Il reste encore les seniors, il reste encore la garde d'enfants. Et ces deux métiers, par exemple, ont une certaine complexité, donc d'autres défis métiers, une certaine complexité compte tenu des prises en charge, etc. Donc, il y a un vrai réglementaire derrière à implémenter. Et donc, ça, normalement, c'est prévu pour 2021. C'est ça, le backlog est encore très riche, donc ça tombe bien, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi, je peux en parler très rapidement, j'ai dit tout à l'heure, une notion d'IA, c'est d'apporter de la prédictivité concrètement sur les taux de signature. On va anticiper un taux de transformation en se déplaçant chez le client. On va avoir vraiment un pourcentage de réussite, de succès de la signature ou non du contrat. Et en fonction de ça, O2 pourra prendre les bons choix. Est-ce que j'envoie un junior? Est-ce que j'envoie un senior? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je peux proposer comme formule qui va marcher vis-à-vis du profil, vis-à-vis de la qualification que j'aurais faite? On a vraiment pensé à modéliser les données dès le début pour derrière avoir cette IA prédictive. Et ça, ce sera encore une prochaine étape, mais on sera encore dans une nouvelle ère, mais c'est top. Voilà. Alors, c'est un outil commercial, perdons pas le nord. Il y a aussi un autre aspect qu'on peut rajouter, qui était aussi dans le backlog, c'est de faire des messages quand le CC, le chargé de clientèle, est en train de remplir la fiche sur la tablette, lui faire des messages pour lui dire, par exemple, il a un jardin. Donc, parlez-lui de notre métier dans le jardinage, des choses comme ça. Et donc ça, clairement, c'est des choses qui peuvent encore améliorer. Et de mon point de vue, on est au tout début d'une transformation totale. Je ne dirais pas que O2, de vraiment du métier du service à la personne à travers ce nouvel outil. Ce n'est que le début. Et j'y crois beaucoup. Ben, super, c'est une très belle conclusion, Shadi. Merci beaucoup. Bon, on a un peu dépassé le temps, désolé, mais merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Puis on a essayé de répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, si vous avez d'autres questions, évidemment, on est tous à votre disposition suite à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, Shadi. C'était vraiment très intéressant de vous avoir à nos côtés. Si vous avez envie d'aller un peu plus profondément dans le sujet tech, architecture, etc., on a un article qui sort sur notre blog, donc blog.epon.fr demain. Vous recevrez le replay de cette session, pareil, demain par mail et on l'enverra à tous les inscrits, donc participants présents ou absents, ou si vous n'avez pas pu assister à tout ce webinaire complet. Et en partant, n'hésitez pas à nous laisser une note de 1 à 5 pour nous donner voilà, votre satisfaction, votre retour sur ce webinaire. On est preneur de vos conseils, de vos suggestions. Merci à tous et puis très bonne journée. Merci Maëlys. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée.